Guten Abend, hier ist dem Auditoire von den Hôpital Robert Schumann Kirchbirch. Willkommen bei unserem Webinar, den ersten Webinar in der heuer Form, den wir für den großen Publikum organisieren. Es geht um die Vaccination gegen den Covid. Und wir können das nur erhalten, oder dir besser gesagt, können wir erhalten mit dem Infektiolog, dem Dr. Gerard Schockmel, der kennt bestimmt von Radio und Television. Erlaubt man ganz am Anfang immer vielleicht Spielregeln erklären, wie das den soll auflaufen. Ich zu bitten, als Ermeinung zu sagen, über die Vaccination vom Covid, on vous prie pour bien débuter, de nous communiquer votre opinion sur la vaccination anti-Covid. On a préparé un petit sondage et on vous demande simplement de dire si oui ou non vous voulez vous laisser vacciner. En ce temps, während der Zeit, wo da könnt gemütlich dann die Frage beantworten, gehe ich direkt vor dem Hausherr von den Hôpital Robert Schumann, als dem Generaldirektor, dem Dr. Claude Schumann. Guten Abend, am Namen von AGRS wünsche ich ein besseres Jahr 2021. Ich hoffe, dass da alle Leute gesund bleibt und dass der euch impfen lässt. Und ich meine, das ist ein bisschen der Message, den heute Abend soll zirkulieren. Für was wir haben 2020 die größte sanitäre Krise seit 100 Jahren erlebt. Für 100 Jahre war es die spanische Grippe und die spanische Grippe hat methodischer gemacht für den Ersten Weltkrieg. Wir sind entretemps schon bei nicht gerade 2 Millionen Todesser weltweit, 500 zu Lützeburg. Ich meine, das sind aber just einfach blank Zahlen. Wir müssen aber auch wissen, was das sonst geherrscht wird für unser sanitären System. Ich meine, wir haben an den Spitälern müssen umstellen, für alle Leute, die Leute können zu versorgen. Da haben wir am Sommer hat man das angedeelt an ein paar die Phasen. Die Regierung hat proposiert, 4 Phasen zu machen. Die erste und die zweite Phase sind relativ harmlos. Das sind just kleine Kapazitäten, die dort zur Verfügung gestellt gehen, für das man eine Covid-Versorgung machen. Bei der dritten Phase heißt es allerdings schon, dass es das Angemerkten geht und dass man Aktivität leicht aufsuchen. Und dann das Phase 4, da muss man relativ deprogrammieren. Was heißt das? Das heißt, dass man nicht mehr als ein normalen Programm können aufrechterhalten, weil wir immer da beschäftigt sind, Covid-Patienten zu versorgen. Das heißt, wir müssen Leute, die bei einer normalen Operation werden, muss man aufsuchen, oder an anderen Sektoren muss man aufsuchen, für dass man können Covid-Patienten normal versorgen. Das heißt, Spital funktioniert nicht mehr normal. Wir wären aber für ein paar Wochen nicht mehr weit für eine Phase, die ich genannt habe, und die offiziell so genannt wird, Phase 5. Das heißt, wo wir überhaupt nicht mehr normal funktionieren, wo wir den Leuten nicht mehr ein normales Service können anbieten. Und das ist eigentlich von den größten Sorgen. Ich meine, ich mache mir keine Sorgen darüber, dass wir alle Covid-Patienten können versorgen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass wir können als Normalpatienten weiter können versorgen. Und das ist momentan ein Problem. Und die Regierung hat ein paar die Maßnahmen geholt, die sind nicht ganz populär. Ich verstehe das doch. Ich meine, es sind nur den allerletzten, den so Maßnahmen unterstützt. Ich meine, sind aber froh, dass die Regierung die Maßnahmen geholt hat, weil entretemps sind aber Zahlen an die Spitäler zurückgegangen. Aber wir sind jetzt an der Maßnahme, dass wir nicht können, wahrscheinlich, wenn nur Christfeiern nicht so viel übertrieben wären, dass man es können, ein normales Programm anbieten, die Leute an den nächsten Wochen. Ich meine, dass du hingeht, die einzige Art und Weise, wie wir aus dieser Krise können rauskommen, die ich gesehen habe, dass wir uns impfen lassen. Dafür meine Message, dass ich impfen. Ich verstehe allerdings aber auch, dass Leute so leicht einmal, ich schon noch frohen, die Vakzine, die das relativ schnell entwickelt gehen. Ich hätte aber gerne Sicherheiten, dass ich mich da mein Gesundheitsrisiko nicht irgendetwas aussetzen und so weiter. Dafür bin ich absolut, verstehst du mich? Und das ist auch das, für was wir diese Webinar machen, dass wir erst Gelegenheit zu gehen,
mat engem Expert zu schwätzen, den Zeit hat, wirklich alles zu lesen. Und ich meine, Dr. Gerard Schockmel, den hört sich wirklich ganz, ganz gut darauf vorbereitet, für die Impfungen zu gucken, was für eine Sorte von Impfungen gibt, was das Unterschied, was für Nebenwirkungen haben, die auf was müssen sich da erwarten oder nicht. Und wir wollten nicht einfach Gelegenheit gehen, die Fragen zu stellen, wann er nach Zweifel hat, ob er sich impfen sollte lassen oder nicht. Voilà. Da muss er nicht, aber auch mein Beitrag verloren, ich bin not und den Markt lesen. Merci Claude pour cette brève introduction. Donc pour le résultat du petit sondage, il y a 62% des gens qui participent au webinaire, c'est plusieurs centaines de personnes qui se disent qu'ils vont se faire vacciner. 33 doivent encore réfléchir et 5% disent non. Voilà, ça pour commencer. On a décidé d'allonger en quelque sorte notre webinaire. On avait prévu 1 heure, mais on a déjà avant ce soir eu tellement de questions qu'on ne va pas débattre, mais discuter et répondre pendant 90 minutes. Et on a départagé les questions qu'on a et on va joindre les questions que vous allez poser à ces questions-là dans différents sous-sujets, dans différentes rubriques. Et je commence directement par la première rubrique et je vous prie si vous avez des questions concernant ce sujet, donc la composition du vaccin et des questions relatives aux spécificités de ce vaccin. C'est notre premier sujet et directement la première question à Dr Schockmel. Quel est le vaccin qui sera disponible à Luxembourg et pourquoi le choix pour ce vaccin qu'on a fait? Voilà, donc le premier vaccin est celui des firmes Pfizer et BioNTech. Et le deuxième, il y a demain l'Agence européenne du médicament qui devrait se prononcer là-dessus. Ce sera celui de la firme américaine Moderna. Et puis à terme, on espère aussi avoir un troisième vaccin qui sera alors très probablement celui de AstraZeneca en collaboration avec l'Université d'Oxford. Pourquoi ce type de vaccin à ARN messager? Bon, il y a plusieurs bonnes raisons. D'abord, la conception est très simple. Du moment que la séquence du virus a été publiée le 11 janvier, en fait, il fallait 2 jours à la firme américaine Moderna pour concevoir leur vaccin. Donc ça, c'est plutôt rapide. La production est aussi très facile pour ce type de vaccin parce qu'on n'a pas besoin de virus. Ce n'est pas comme s'il fallait inactiver un virus, un coronavirus, avec plein de précautions à prendre. Non, il n'y a pas de virus dans le jeu, il n'y a pas de cellules de culture cellulaire. Par contre, c'est simplement par synthèse que ce vaccin il est produit. En plus, il ne faut pas beaucoup de vaccins. Normalement, pour un médicament, on compte en milligrammes ou en grammes. Ici, on compte en microgrammes. Donc, avec une quantité très faible, déjà, on peut vacciner une personne. Parmi les avantages, il faut savoir que le type d'immunité, de réponse immunitaire que ce vaccin à ARN messager est capable d'induire est d'un côté la production d'anticorps, et en général et en moyenne, on trouve plus d'anticorps, des titres d'anticorps plus élevés chez les personnes qui ont été vaccinées que chez les personnes qui ont eu un Covid léger ou moyen. Et d'un autre côté, il y a l'immunité cellulaire, qui est tout aussi importante que les anticorps pour avoir une bonne réponse immunitaire. Et c'est ces deux ensemble qui expliquent cette efficacité de rêve dans les études cliniques, en tout cas de 95%. Vous avez parlé d'études cliniques. En fait, il y a beaucoup de questions qui nous ont été adressées dans ce contexte. Donc, quels sont les tests qui sont effectués sur un vaccin avant qu'il soit mis sur le marché et avant que des personnes soient vaccinées? Oui, donc la première série de tests sont des tests animaux. Donc, on n'a pas le droit de tester un vaccin sur une personne humaine avant qu'il n'y ait pas eu une série de tests animaux chez différents animaux. Animaux comme la souris, animaux comme le rat, animaux après comme les macaques rhésus. Ensuite, il y a les différentes phases cliniques.
commençant avec la phase 1, ensuite la phase 2, la phase 3. Donc les phases cliniques deviennent de plus en plus grandes. Une phase 1 est relativement petite, une phase 2 déjà plus grande, et puis les phases 3, si on prend par exemple la phase 3 du vaccin de Pfizer-BioNTech, il y avait 44 000 personnes qui étaient enrôlées et dont la moitié a reçu le vaccin. Si on prend la phase 3 du vaccin Moderna, il y avait 30 000 participants dont la moitié ont reçu le vaccin. Donc, il y a les phases habituelles, la phase 0, donc animale, la phase 1, 2, 3 des études sur l'humain qui ont été réalisées. Et ça, c'est une autre question très intéressante qu'on entend beaucoup aussi dans la presse. Il y a des gens qui nous ont envoyé cette question ou qui nous ont relayé cette question. Est-ce que, dans le cadre de ce vaccin qui va maintenant être utilisé à Luxembourg, on a respecté toutes ces phases dont vous avez parlé de la même façon que pour un autre vaccin, ou est-ce qu'on a opté pour un truc qui va plus vite? Peut-être est-ce qu'il y a eu des influences pour laisser tomber quelques tests importants, ou est-ce qu'on a vraiment respecté toutes ces étapes? Oui, je pense que c'est un point dont on parlera encore tout à l'heure par rapport au délai relativement court dans le développement de ces vaccins. Par rapport aux phases cliniques, elles se sont déroulées comme il faut, donc on n'a pas pris de raccourcis concernant la sécurité. Par contre, pour que les choses aillent plus vite, au lieu d'avoir une phase 1 et d'ensuite écrire un rapport, de publier un rapport, ensuite de commencer la phase 2, la production pour la phase 2, et ensuite la phase 3, on a rapproché les phases, on a en partie combiné les phases et on a fait de sorte que les phases ont pu chevaucher. Et c'est de cette manière-là que les choses ont pu avancer plus vite. En plus, on a déjà, à fur et à mesure, présenté les données des phases respectives aux autorités, aux agences du médicament, et on n'en a pas attendu jusqu'à la fin pour présenter le dossier. On nous a posé la question du conflit d'intérêts potentiel. Donc, est-ce que celui qui développe le vaccin est aussi celui qui contrôle, ou comment ça fonctionne? Qui sont ces gens-là qui font ces tests? Est-ce que c'est le laboratoire lui-même? Est-ce que ce sont des instances gouvernementales? Est-ce qu'il y a la possibilité de conflit d'intérêts? Parce que très souvent, on entend, mais c'est normal, hein, il y a Pfizer qui développe. Pfizer a beaucoup d'intérêts politiques et économiques aux États-Unis, donc allez, on fait passer. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Heureusement, ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Il y a beaucoup de transparence à tous les niveaux. D'abord, le déroulement, prenons la grande étude de phase 3. Ici, il y a un comité indépendant de la firme, de l'entreprise, qui fait les statistiques par rapport aux données, parce que pour faire les statistiques pour des analyses intérimaires, il faut désaveugler l'étude, et ça, c'est vraiment un comité statistique indépendant. Ensuite, l'analyse des données de sécurité et d'efficacité sont faites par une commission qui est également composée par des experts externes, et ce n'est pas l'entreprise qui est là-dedans et qui décide là-dedans. Pendant l'exécution des études, il y a des audits. Par exemple, Moderna, c'était un développement ensemble avec les NIH, donc les Instituts nationaux de santé aux États-Unis. Il y a des critères à respecter, déjà passés par le comité éthique, avoir des audits par rapport aux bonnes pratiques de conduite d'une étude clinique. Ensuite, une fois que le dossier a été présenté pour une autorisation conditionnelle, à nouveau, la FDA a revu les données et n'a pas seulement revu les différents rapports sur la phase 1, sur la phase 2, sur la phase 3, elle a exigé les données brutes et elle a réalisé ses analyses statistiques à elle-même. Elle a fait appel à des experts externes. Et puis, une fois même que l'Agence américaine du médicament s'est prononcée sur le vaccin, c'est encore des experts externes qui ensuite ont décidé qui est censé recevoir le vaccin. Donc, il y a à chaque étape du développement beaucoup de sécurité,
qui ont été mises en œuvre. Par rapport à la transparence, toutes les données de développement sont sur Internet, le protocole est sur Internet, le rapport de l'agence américaine est sur Internet, et en plus, pour Pfizer, BioNTech et pour Moderna, il y a eu publication dans le New England Journal of Medicine, respectivement, des résultats de leurs études, avec plein d'annexes pour les détails techniques. Dan ass och eng froh, die oft stalt gëtt déi wat ënnerscheet eigentlich dëssen Vaccin des Impfung vun enger normaler saisonaler Grippeimpfung. Ass dat eng aner Zochtvaccin, dat wirflech enker gut klos man. Donc parler de la différence de ce vaccin face à des vaccins qu'on utilise depuis des années pour une grippe saisonnale. Oui, donc il ne s'agit pas d'un des vaccins classiques. Quels sont les vaccins classiques? Dans le cas d'une infection virale, c'est soit du virus qui est vivant atténué, soit un virus qui est donc inactivé. Donc dans ce cas-ci, par exemple, les Chinois, ils ont 2 vaccins qui sont du coronavirus inactivé. Nous n'avons pas encore eu un vaccin coronavirus vivant atténué, mais c'est déjà les 2 façons classiques de faire un vaccin. La troisième façon qui est classique, c'est de ne pas prendre le virus, mais de prendre simplement les protéines du virus contre lesquelles on veut que la réponse immunitaire s'active. Donc ça, c'est les façons classiques de développer un vaccin. Mais est-ce que ce virus, il peut entrer dans la cellule ou arriver à changer les cellules de l'homme, et quelles sont les répercussions de ce changement? C'est quelque chose qui tracasse vraiment les gens. Le virus ou le vaccin? Le vaccin. Ah, bon, c'est pas vaccin. Tout à fait la même chose. Mais vaccin. Comme la question n'était pas claire, le virus, bien entendu, va pénétrer dans nos cellules. Il va amener nos cellules à produire des millions de nouvelles particules virales. Ça, c'est quand on n'est pas vacciné et qu'évidemment, on est infecté par le coronavirus. Maintenant, le vaccin, c'est très différent. Le vaccin, il n'y a pas de virus, ça c'est la première chose. Par contre, le vaccin utilise un petit fragment de l'ARN du virus, et puis ce fragment, il est introduit dans la cellule à travers des petites particules graisseuses, parce que l'ARN se trouve dans ces particules, et les particules graisseuses avec les lipides, la graisse de la membrane cellulaire fusionnent, et ceci permet l'entrée dans la cellule de l'ARN messager. Pourquoi on fait tout ça, peut-être? Pourquoi on fait tout ça? Oui, bon. Surtout, quels sont les risques de ce procédé? Oui, il faut comprendre d'abord pourquoi. Depuis SARS-1, et ça c'était la pandémie, bon, évidemment, ce n'était pas une pandémie, mais c'est une épidémie en 2002-2003, on sait que c'est la protéine sur la surface du virus, donc la protéine Spike, contre laquelle se dirigent les anticorps et contre laquelle il faut développer des défenses immunitaires. Parce qu'en effet, du moment que le système immunitaire attaque cette protéine de surface du virus, la protéine Spike, elle empêche cette protéine de s'attacher aux cellules et de les infecter. Donc ce processus d'infection, de pénétration dans la cellule est bloqué par les anticorps, par exemple, que produit la personne vaccinée. Maintenant, comment sensibiliser le système immunitaire justement à cette protéine de surface du virus, à la protéine Spike, protéine S? Avec l'ARN messager, on introduit justement cette information-là dans la cellule. La cellule, elle va commencer à fabriquer donc cette protéine Spike. Et puis, une fois que cette protéine Spike est produite et qu'elle sort de la cellule, qu'on la retrouve sur la surface de la cellule, le système immunitaire va s'activer. Et c'est exactement le but de ce qu'on veut obtenir. Maintenant, par rapport à la sécurité, il faut bien comprendre que l'ARN messager n'est qu'un petit exécutant. Donc, c'est une molécule hyper fragile. D'ailleurs, depuis des décennies, on ne savait pas comment la faire entrer dans les cellules parce qu'elle s'est décomposée, elle s'est dégradée déjà bien avant.
Donc, au bout de 1 à 2 jours, normalement, ce vaccin ARN messager a été dégradé dans la cellule, donc il n'y existe plus. En plus, une fois que le système immunitaire a été activé, il va attaquer les cellules sur lesquelles il détecte la protéine spike, et donc c'est la fin de la cellule, c'est la fin de tout de ce que contient la cellule. Une autre chose à observer, donc on a dit que c'est une molécule très fragile qui est vite dégradée. C'est une molécule qui n'entre pas dans le noyau de la cellule et c'est une molécule qui certainement pas va s'intégrer, donc qui ne va pas s'intégrer dans le génome, dans l'ADN de la cellule. Für der Plätze, wo ich vielleicht als Nicht-Mediziner enkeier bildhaft durchzustellen, die Molekül kriegt eine Aufgabe, sie erledigt die Aufgabe und dann ist es geschieht. Also genau das, was der Prozess ist. Das heißt, es sind nicht nach anderen Nebenwirkungen, die durch die Molekül entstehen. Es gibt auch keine Modifikation von dem Kern von der Zelle, gar nicht. Genau so ist es. Das ist eine Molekül, die relativ sehr aufgebaut wird. Das ist so, dass alle Zellen, egal ob das Zellen an einer Tomate, an einem Filzchen, an einem Fisch, an einem Tier, an einem Mensch, sie alle gut benutzen ja die Messenger-RNA. Das heißt, die Synthese von den Proteinen an allen Zellen läuft über Messenger-RNA. Messenger-RNA ist nicht mehr so, wie sie gebraucht wird, für die Proteine in dem Moment zu synthetisieren und dann zerfällt sie. Wenn sie nicht zerfallen, dann hat die Zelle ein dickes Problem, weil da gehen sie immer dynamisch Proteine machen, und da gehen die Zellstoffwechsel ganz sehr zusammenbrechen. Natürlich ist also kein Risiko da, dass der Banker durch die Vaccin andere Sachen am Körper ausgelöst wird, wie eben just gezielt den Virus zu bekämpfen. Ja, das, was kann ausgelöst werden, das ist natürlich auch, was wir wollen, als eine Immunreaktion. Und natürlich weiß ich nie, Heinz, du kannst die Immunreaktion wie stärker ausfallen. Bei der Menge wie bei dem anderen, da ist immer ein gewisses Fragezeichen, wobei wir mittlerweile schon immer mehr Informationen darüber kommen. Aber mit der Messenger-RNA, die hat keine große Zukunft. Die lebt nicht lang. La composition du vaccin, c'est une question qui vraiment intéresse les gens qui nous suivent. Et il y a une question très concrète. Où est-ce qu'on trouve la liste des composantes de ce vaccin? Sur la notice d'emballage, c'est très simple, ainsi que dans tous les rapports qui ont été publiés. Donc, pour citer une fois la composition du vaccin de Pfizer-BioNTech, il y a 10 substances qui sont contenues dans ce vaccin. Il y a d'abord l'ARN messager, bien entendu. Ensuite, il y a 4 molécules de graisse, et ceci pour former donc les particules graisseuses qui contiennent l'ARN messager. Il y a ensuite 4 sels à base de sodium et de potassium, et il y a du sucre. Et c'est là toute la composition de ce vaccin de Pfizer, et celui de Moderna, elle est très similaire. Pour celui de Moderna, les graisses sont un peu différentes. Ce qui permet d'ailleurs aussi des températures moins basses pour le stockage. Maintenant, on parle beaucoup de cette mutation du virus en Angleterre. Il y a les gens qui se posent des questions sur cette mutation et l'incidence de cette mutation sur l'efficience du vaccin. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette nouvelle forme de virus et le vaccin? En clair, est-ce que le vaccin est encore efficace quand le virus est en train de se muter? C'est une bonne question. Heureusement, comme on prend la molécule spike protéine dans son entièreté, l'organisme, une fois que le système immunitaire s'est mis en marche, va développer différents types d'anticorps contre différentes parties de cette protéine spike. Et c'est de cette manière-là qu'on a une protection qui est beaucoup plus difficile à contrecarrer. Normalement, d'après ce que nous savons maintenant, on n'assume pas que l'efficacité du vaccin serait diminuée de manière importante, voire du tout, par cette nouvelle mutation. Il y a encore des études qui sont en cours, mais pour l'instant, les spécialistes ne sont pas très inquiets à ce sujet. Okay, donc là, on est bien, même si le virus connaît
ces mutations. Il y a une autre question très intéressante. En fait, si maintenant une personne est vaccinée avec la première dose du vaccin Pfizer, et on ne sait jamais ce qui peut se faire, il y a pour la deuxième vaccination plus de vaccin Pfizer. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire le deuxième round, en quelque sorte, de la vaccination avec un autre vaccin? Oui, pour l'instant, ce n'est pas considéré très orthodoxe. Maintenant, il y a les Britanniques qui, de toute façon, sont moins orthodoxes que les autres. Je crois que en général, c'est préférable de rester avec le même vaccin. Donc, si la première injection est le vaccin de Moderna, la deuxième injection devrait aussi être de Moderna. Maintenant, d'un autre côté, si on est moins orthodoxe, on peut dire que tous ces vaccins, finalement, sont basés sur la protéine spike. Peu importe si c'est ARN messager, si c'est un vecteur viral. Donc, d'une certaine manière, comme c'est par rapport à la protéine spike qu'on veut sensibiliser le système immunitaire, tout se discute, tout se négocie. Donc, je pense que si dans un cas spécifique où on veut avoir une protection parce que c'est une personne qui a un risque élevé, mais la deuxième dose du vaccin en question qu'il a reçu la première fois n'est pas disponible, éventuellement, en tout cas en Angleterre, maintenant, on considère ce type d'approche. Mais généralement, ce n'est pas recommandé et ce ne sera certainement pas une règle générale. Okay, also am besten, wenn ihr mit Pfizer aufhängt, fehlen noch mal Pfizer weiter. Dann eine andere konkrete Frage, just vielleicht die Klammer zu machen. Wir haben die Webinar auf 2 Sprachen machen, Lützeburger Französisch. Wir probieren die Sprachen so zu mischen, wie die Fragen noch rankommen sind, und auch die ganzen Erklärungen, soweit es geht, an den 2 Sprachen rüberzubringen. Wenn aber Leute wollen die Fragen auf Deutsch oder auf Englisch stellen, können sie natürlich auch machen. Ich habe eine ganz konkrete Frage gekriegt, als Quecksilber mit dran an dem Impfstoff. Oui, donc je viens de citer ce qui se trouve à l'intérieur du vaccin. Oui. J'avais dit il y a l'ARN messager, il y a les 4 graisses, il y a 4 sels et puis il y a le sucre. Okay. Il n'y a pas de microchip, il n'y a pas d'aluminium et il n'y a pas de mercure. Okay, also dann als Quecksilberfrage geklärt, und noch die von dem Mikrochip, davon hat an ihren Studien gelesen, Ivra noch gut an echt von, das ist nicht dran. Ich meine, dagegen der Vaccin ziemlich steier gehen. Wir kommen dann, gebe ich so bei der zweiten Themenfeld, es sind ganze Fragen gestaltet gehen über das Thema Allergien. Donc il y a énormément de questions qui sont posées dans le cadre du sujet allergie. Je commence avec la première. Est-ce que ce vaccin il est conseillé si on prend l'aspirine ou des antibiotiques? Si on a une allergie contre des antibiotiques ou contre l'aspirine? Voilà. Non. Normalement, l'allergie n'est pas considérée problématique, donc il n'y a pas de recommandation en cas d'allergie de ne pas se faire vacciner. Il y a un cas de figure où il faut faire attention et qui peut constituer une contre-indication, et c'est le cas si déjà une personne a développé une anaphylaxie ou une allergie sévère à une des composantes du vaccin. Ça, c'est clairement une contre-indication. Ensuite, dans la même direction, les personnes qui ont déjà fait des réactions anaphylactiques, qui sont en général des réactions très fortes et qui font vraiment peur à la personne, donc ça veut dire qu'il y a une chute abrupte de la tension artérielle, qu'il peut y avoir une détresse respiratoire. Ces cas de figure sont à signaler parce que le vaccin il est tout à fait capable de provoquer chez ceux qui sont et qui ont une histoire personnelle d'anaphylaxie, de provoquer une réaction anaphylactique. D'ailleurs, par rapport au vaccin de Pfizer-Moderna, normalement, selon notre expérience avec les vaccins qu'on a déjà depuis longtemps, l'anaphylaxie comme suite à une vaccination est très rare. Elle est de l'ordre d'une réaction par 1 million de vaccinations. Par contre, pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, on pense que c'est plutôt une réaction anaphylactique sur 100 000 injections. Donc, ce serait
encore rare, mais ce serait presque de l'ordre de 10 fois plus fréquent. Donc l'anaphylaxie, c'est quelque chose que le médecin va vous demander si vous avez un historique d'anaphylaxie. Et puis, dans ce cas-là, il faut prévoir une surveillance de 30 minutes, parce qu'en général, ça se déclare tout de suite après la vaccination. Et je pourrais aussi imaginer qu'on va peut-être même considérer à terme une prémédication, donc déjà donner un antihistaminique avant même de faire la vaccination. Donc, la décision, si on a une anaphylaxie qui n'a pas été reliée à un vaccin ou à un autre vaccin ou à autre chose, la décision de se faire vacciner est une décision qui doit être prise ensemble avec le médecin. Mais les allergies habituelles contre le pollen, les allergies alimentaires, les allergies contre la pénicilline, codéine ne nous intéressent pas, donc ne sont pas une raison pour ne pas se faire vacciner. Lactoseintoleranz. Même chose pour l'intolérance au lactose. Eng aner froh effet secondaire. Was sind die häufigsten effets secondaires von dem vaccin? Oui, donc les effets secondaires, c'est d'abord lié à l'injection. L'injection se fait dans le muscle deltoïde, donc c'est le muscle de l'épaule. Donc c'est une petite piqûre, ça fait mal, ça peut donner un petit enflement, rarement, mais en tout cas une douleur qui perdure pendant 1 ou 2 journées en général. Ensuite, il y a les réactions systémiques. Donc ça, c'est les réactions qui sont directement associées à l'effet du vaccin qui consiste à stimuler le système immunitaire. Donc là, typiquement, le lendemain, par exemple, une certaine fatigue peut s'installer, voire des maux de tête, des maux de tête qui sont prononcés, et puis des douleurs arthralgiques, donc articulaires, des douleurs musculaires. Chez certaines personnes, il peut y avoir une élévation de la température également. Maintenant, par rapport aux effets secondaires, j'avais tenté de faire un peu la comparaison entre les 2 vaccins, Pfizer, BioNTech et celui de Moderna. On est par rapport aux réactions qui vraiment gênent dans l'activité quotidienne, donc où peut-être on va être trop fatigué ou avoir des maux de tête et décider aujourd'hui je ne peux pas travailler, sont de l'ordre de 2 à 3% après la première injection pour les 2 vaccins, celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna. Par contre, après la deuxième injection, comme le système immunitaire a déjà été activé par la première injection, donc après la deuxième injection, ces réactions sont un peu plus fortes, surtout chez les personnes encore plus jeunes, pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, et selon l'étude de phase 3, sont beaucoup plus fréquents, par contre, pour le vaccin de Moderna. Donc presque 5 fois plus fréquent après la deuxième dose qu'après la première dose. Et là, je parle vraiment des effets importants où on est gêné dans son activité quotidienne par une fatigue, par des céphalées. 15%, ça veut dire, après la deuxième dose, après le vaccin de Moderna, ce serait 15 personnes sur 100 personnes. Maintenant, il faut voir si ça se traduit en pratique, maintenant qu'on va vacciner plein de personnes. En tout cas, c'est ce qui est ressorti à mes yeux quand j'ai vu la publication de phase 3 sur le vaccin de Moderna. Das ist eine konkrete Frage. Bei der Impfung von der Schwinggsgrippe sind Fälle von Narkolepsie aufgetaucht. Ja. Ist das auch eine mögliche Nebenwirkung bei der Impfung? Oui, donc en 2009, il y avait une souche d'influenza, donc de virus de grippe H1N1. Et puis dans certains pays, notamment la Finlande et la Suède, il y a eu des cas de narcolepsie qui étaient plus fréquentes chez les personnes vaccinées avec ce vaccin contre la grippe que chez les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Il y a eu plein d'investigations au niveau national par rapport aux différents pays concernés. Il y a eu aussi des études multinationales. D'abord, on pensait que c'était lié à l'adjuvant, parce qu'on avait ajouté un adjuvant pour rendre le vaccin plus efficace. Mais cet adjuvant, le AS03, a été utilisé dans d'autres vaccins, alors qu'il n'y avait pas
vraiment une apparition de narcolepsie. Ensuite, on pensait que c'était peut-être la souche du virus de grippe qui était impliquée, mais là aussi, il y a eu dans d'autres régions du monde la même souche qui a été utilisée. C'était un vaccin contre la grippe inactivée et cela n'a pas pu être reproduit. D'un autre côté, le virus lui-même, en Taïwan, il a causé une accumulation de cas de narcolepsie en l'absence de vaccination. Donc, on n'a pas bien compris exactement ce qui s'est passé. Il est certainement clair qu'il y a probablement eu une circulation du virus en même temps que la vaccination, mais on ne sait pas faire la part des choses. Mais il est tout à fait correct que dans certains pays, il y avait plus de cas de narcolepsie du côté de ceux qui étaient vaccinés que du côté de ceux qui n'étaient pas vaccinés. Donc j'ai encore une question ici. Est-ce que ce vaccin risque d'occasionner des réactions plus sévères pour des personnes qui sont rarement vaccinées ou posées Oui. d'un autre angle d'attaque? Est-ce que c'est mieux de se faire vacciner quand on a de l'expérience en matière de vaccination? Donc si je me fais vacciner chaque année contre la grippe, un vaccin contre le tétanos, est-ce que ça facilite cette vaccination? Bon, je pense que les vaccinations sont hautement spécifiques et même aussi la composition des vaccins varie beaucoup. Si vous vaccinez contre les oreillons, ce n'est pas pareil de vacciner contre la grippe ou vacciner maintenant contre le coronavirus. En tout cas, pour répondre à la question, le fait de ne pas avoir fait beaucoup de vaccins ou de ne pas avoir été vacciné peut-être pendant je ne sais pas combien d'années ne va pas faire de sorte que ce vaccin-ci sera moins bien toléré. Je sais bien que vous n'êtes pas docteur en droit, vous êtes docteur en médecine. Il y a quand même une question de responsabilité qui me semble intéressante. Donc, je vais vous la poser comme elle a été posée par nos auditeurs. Donc, qui porte la responsabilité financière des effets secondaires indésirables? On a chiffre qui est finance responsable. Oui, ce sera une responsabilité partagée. Parce qu'il y a un côté où il y a la responsabilité du fabricant. Donc, par exemple, s'il y avait un problème avec la production ou s'il y avait des impuretés dans un lot de vaccins, ceci est clairement de la responsabilité du fabricant. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des audits qui sont menés lors de la fabrication, lors de la production, pour s'assurer que c'est vraiment good manufacturing practice, donc pour dire que les standards sont respectés et que le processus est maîtrisé. Maintenant, il y a d'autres effets secondaires qui peuvent se produire où c'est les nations qui prennent la responsabilité. Parce que la décision de dire on va vacciner notre population est une décision prise par les gouvernements nationaux, par les agences des médicaments qui donnent une recommandation, puis par les gouvernements qui suivent cette recommandation. Et on est tous bien conscients qu'il s'agit ici d'une autorisation conditionnelle. Donc conditionnelle, ça veut dire qu'à fur et à mesure, les fabricants doivent fournir de plus en plus de données, comme ils suivent les études qui sont encore en cours. Et donc là, la responsabilité, elle est nationale. Il y a une question qui vient juste de rentrer. En fait, c'est une question plus globale. J'essaie de la résumer parce qu'elle était assez longue. Si je comprends bien, la question est, est-ce que ce ne sont pas les gens, en fait, qui sont vaccinés, qui servent en fait d'objet de test? Also sind nicht irgendwie die Leute, die geimpft gehen, Test kann Englisch, weil das ganz so sehr gegangen ist. Ich habe mal geguckt, was geschieht, als der Vorwurf, den so stehen lässt. Oui, donc en fait, on n'est pas des cobayes, parce que maintenant on se fait vacciner. Il faut savoir que l'agence du médicament américaine avait fixé des conditions très claires. Elle a dit, pour considérer un dossier pour une approbation conditionnelle, il faut qu'au moins la moitié des personnes vaccinées dans l'étude soient à distance de plus de 2 mois après la deuxième injection. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment bien que les réactions en général, en 2 mois après la deuxième dose, c'est là où ces réactions se produisent.
Il faut aussi savoir que nous avons maintenant l'avantage qu'il y a 2 entreprises différentes, donc l'association Pfizer-BioNTech et puis Moderna, qui ont développé des vaccins à ARN messager, 2 entreprises différentes qui ont fait des études différentes, indépendantes, et qui sont arrivées à des conclusions très similaires en termes d'efficacité et en termes de sécurité. Maintenant, comme il s'agit d'une approbation conditionnelle, mais même en l'absence de celle-ci, il y a toujours, après approbation, une surveillance, et cette surveillance concerne chaque personne vaccinée, parce que toutes ces données vont aller dans une base de données, et la personne, quand elle a l'impression qu'il y a un effet secondaire, elle peut le signaler directement sur un site aussi au Luxembourg, voire le signaler à son médecin qui pourra le signaler en parallèle. Donc, ce processus, il est normal, il fait partie des mesures d'accompagnement. Maintenant, on peut dire que c'est une approbation conditionnelle. Donc, j'ai relu entre 2006 et 2016 en Europe, l'Agence européenne du médicament a eu 30 approbations conditionnelles de médicaments ou de vaccins, et dans aucun cas, ces approbations ont été révoquées. Donc, ce n'est pas comme si on avait inventé quelque chose de dangereux, d'inhabituel, de non maîtrisé, mais en fait, on suit ce qu'on connaît déjà bien. Gleichgewicht hört sich da vielleicht ein. Frau Plötzeburg mit einer Antwort auf Lützeburg. Wenn ihr die Vaccination guckt an Vaccinationen, zum Beispiel gegen die saisonale Grippe, mengen Leute aber dort von den sich einer Grippeimpfungen erzieht, am Endeffekt nicht ein Testobjekt aus, weil das schon lange geht. Und Leute mengen an, das seid ihr noch in der Frohe, da kommt sich aber ein bisschen viel, wie wenn bei ihnen im lebenden Objekt gibt, die Vaccine getestet werden. Vielleicht ist eine Renke ja erklären, wie das ihre Meinung ist, und was das, lassen wir so, testen oder das Swivi von den Leuten, die geimpft sind, für was das ist, für was das organisiert wird, für was das wichtig ist, und ob es effektiv so ist, dass der Testphase nach am Gang aus dem lebenden Objekt. Ja, ich meine, hier sind wir in der Situation, wo wir eine konditionelle Zulassung haben für die Vaccine. Etwas, wie ich vorhin gesagt habe, was schon 30 Mal passiert, dass in Europa zwischen 2006 und 2016 dass noch nie zu einer Revokation kommt. Das ist ein Prozessus, den maîtrisiert, dass den nicht neu ist, dass den temporär oder konditionell zulässt. Das wird einfach der Vorteil, dass das Medikament oder Vaccin sehr verfügbar ist. Was die Etuden anbelangt, haben die Etuden von 2 verschiedenen Firmen, sie kommen mehr oder weniger zu dynamischen Konklusionen. Es sind relativ große Etuden, sie sind sehr gegangen. Okay, es war einfach für Leute an die Etuden anzuschließen. Gerade in Amerika, die Pandemie war ja mehr oder weniger außer Kontrolle. Das heißt, es war gar kein Problem, innerhalb von kurzer Zeit viele Probanden an die Studien ranzukriegen. Und das heißt aber auch, wenn man zum Beispiel 44.000 Probanden an der Pfizer-Studie teilgenommen den Vaccin kriegt, so eine Etude mit 44.000 Probanden kann noch 5 Jahre dauern. Wenn es nur eine Infektion ist, die viel rarer ist, die viel schwierig ist, für Probanden anzuschließen mit Statistik. Ja, no. Ob es nur 5 Jahre dauert oder ob es 4 Monate dauert, basiert auf den 44.000 Probanden an der Etude. Hat die Vitas hat dat etwas mit dem Budget zu tun, und mit dem Willen von vielen Nationen, ich gehe so von der Weltgemeinschaft, wie das Führung geht. Hat das eine Inzidenz darauf? Ja, also Vitas hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Man versteht, dass eine Zusammenarbeit zwischen Universitäten, zwischen der Industrie, zwischen den Behörden, wie es an der Form weltweit noch nie ging. Gleichzeitig haben wir mit den RNA-Impfstoffen, die tatsächlich können ganz sehr produziert, ganz sehr können entwickelt gehen. Und wir haben die Erfahrung vom SARS
wir haben Erfahrung vom MERS-Coronavirus, wir haben Erfahrung vom Ebola-Virus. Das heißt, wir wissen schon seit 15 Jahren, dass das auf das Spike-Protein beim Coronavirus auch für eine Immunität zu machen. Und dann sind Milliarden investiert, und das ist etwas passiert, was normalerweise nie passiert. Das heißt, die Produktion ist schon angelaufen nach während der Studien. Normalerweise sind da so große Montan am Spiel, dass das frühestens da passiert, wenn alles allein das, wenn Phase 1, 2, 3 schon die Review hatten bei der Gesundheitsbehörde, da geht angefangen zu produzieren. Heuer schon angefangen zu produzieren, obwohl noch gut klar war, dass der Impfstoffkandidat ja noch irgendwo hingeht. Ob je eigentlich irgendeinem am Rahmen von einer Approbation injiziert wird. Das alles bewirkt, dass Sachen sehr gegangen sind, aber das heißt aber nicht, dass da Risiken ergangen sind. Wir haben eine ganze Reihe von Leuten, die sich freuen, ob man verschiedene Krankheiten in sich, chronische Krankheiten in sich darf impfen lassen. Donc il y a beaucoup de gens qui posent la question si on peut se faire vacciner si on a des maladies chroniques. Je vous propose de les parcourir et que vous nous dites si oui ou non vous croyez que c'est un risque ou s'il n'y a pas de risque. Also den Dr. Schockmel kann es vielleicht lösen, ob verschiedenen chronische Krankheiten, von denen die Leute geschwärzt und wo sie es froh gestalten, ob es da Risk seiner Meinung gibt mit der Vaccination. Ich fange einfach, also chronische Krankheiten respektive Therapien, die Leute am Gang sind, zu machen. Eigentlich trouve ich eine Chemiotherapie und Vaccination. Verdreht das sich mal nicht. Oui, donc se faire vacciner lors d'une chimiothérapie. Il faut savoir que la plupart des chimiothérapies ont un effet immunosuppresseur. Et il est clair qu'en cas d'immunosuppression, la réponse au vaccin, elle est affaiblie. Si on a le choix, s'il est possible, il vaut mieux alors attendre la fin de la chimiothérapie, que le système immunitaire a la chance de reprendre et de faire le vaccin ensuite. Si cela n'est pas possible, parce que l'immunosuppression est quelque chose à long terme, d'irrémédiable ou dû à des médicaments dont on a besoin de façon permanente, dans ce cas-là, le vaccin il est à considérer tout en sachant que son efficacité ne sera peut-être pas complète chez la personne immunodéprimée. D'ailleurs, c'est évidemment la personne immunodéprimée qui a le plus grand risque de développer un Covid grave, un Covid sévère en cas d'infection. Donc, c'est la personne qui profite le plus d'un vaccin, même si, évidemment, l'efficacité du vaccin chez la personne immunodéprimée peut être diminuée. Ja, also eine Frage kommt direkt am Zusammenhang mit dem, was da gesagt wird, das ist am Endeffekt mehr gefährlich, sich zu impfen, wie den Covid zu kriegen. Und ich meine, du hast gerade gesagt, dass du sind Pathologien und dass sie krank Leute, wenn die den Covid kriegen, das ist aber wesentlich mehr gefährlich, wie sich impfen zu lassen. Das ist speziell für Leute, die immundeprimiert sind, ganz gefährlich. Wie ist es, wenn ein Traitement für die Koagulation vom Blut kriegt, als das eine Gefahr? Oui, donc l'anticoagulation. Beaucoup de gens prennent des anticoagulants donc pour diluer leur sang, entre guillemets. Et la question se pose par rapport à l'injection intramusculaire. En fait, l'anticoagulation n'est pas une contre-indication, n'est pas une raison pour ne pas se faire vacciner. Disons que quand il y a anticoagulation, il faut le signaler. Et puis, lors de la vaccination, l'infirmière tentera de prendre une aiguille la plus fine possible et elle va aussi exercer une compression d'à peu près 2 minutes après l'injection pour éviter qu'il y ait un bleu. Mais donc, l'anticoagulation est très bien compatible avec la vaccination. Diabética. Les personnes diabétiques sont à risque d'un Covid sévère. Bon, ça dépend aussi du diabète, bien entendu. Donc, ils ont tout intérêt à se faire vacciner. Quelqu'un qui a l'hypertension. Pareil. Polyarthrite. Oui. Maintenant, j'ai aussi la liste des questions. Donc, polyarthrite. Ensuite, il y a urticaire cholinergique. Il y a maladie de la sarcoïdose.
Donc, en fait, on arrive à des maladies chroniques et qui sont souvent traitées par un traitement immunosuppresseur. Et on est à nouveau dans la situation où le vaccin peut s'avérer moins efficace, mais où évidemment la personne qui est immunosupprimée a tout avantage à se faire vacciner parce qu'en cas de Covid, elle risque de développer une maladie sévère. Maintenant, si la possibilité existe et qu'il y a une poussée aiguë d'une telle maladie, évidemment, il serait probablement mieux d'attendre que cette poussée aiguë passe. Et s'il y a un traitement immunosuppresseur qui est temporaire, il vaudrait probablement mieux attendre que ce traitement immunosuppresseur soit terminé avant de se faire vacciner. C'est là, par contre, aussi où il y a la solidarité qui intervient. Parce que si toi, par exemple, tu es immunodéprimé et moi, je suis vacciné, par ma vaccination, je vais te protéger. Sachant que tu vois, même si tu te fais vacciner, tu ne vas peut-être pas monter une immunité parfaite. Ok. Des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, il y a un risque spécifique. Ils sont à risque de Covid sévère, ils ont tout intérêt à se faire vacciner, oui. On l'a dit Kawasaki. Oui, la maladie Kawasaki, elle est très rare. Et ce n'est pas la maladie qui empêche la vaccination. Par contre, quelquefois, cette maladie, elle est traitée par des immunoglobulines, donc par des anticorps thérapeutiques. Et là, ça peut interférer avec la vaccination. Donc, en général, on préconise d'attendre 3 mois après une perfusion d'immunoglobulines avant de faire la vaccination, parce que sinon, elle risque vraiment de ne pas être très efficace. Pareil, si quelqu'un qui souffre d'une maladie de Kawasaki est traité par la cortisone, à nouveau, la cortisone, ou un dérivé de la cortisone, est immunosuppresseur. Donc, si c'est temporaire, on attend peut-être l'arrêt de ce traitement avant de vacciner. Si c'est permanent, on va quand même tenter sa chance et vacciner. J'ai une petite question qui est très intéressante. Si quelqu'un a des anticorps, il n'y a pas besoin de se faire vacciner ou Oui, bon, il faut distinguer, il y a anticorps, et puis il y a aussi, donc il y a la qualité, il y a la quantité. En général... Donc, ce n'est pas si simple, ce n'est pas un oui ou un non. Non, malheureusement. Donc, on sait bien que les personnes qui ont eu un Covid léger ne font pas beaucoup d'anticorps de façon générale. Et s'ils font des anticorps, ces anticorps sont très variables. Donc, une personne peut avoir une centaine de fois plus d'anticorps qu'une autre, alors que tous les deux ont eu un Covid. En plus, ces anticorps ont tendance à s'estomper plus rapidement quand la personne a été asymptomatique, par exemple. Donc, quand on a comparé dans les études de vaccins les titres d'anticorps dans le sang qu'on peut obtenir avec le vaccin, on s'est rendu compte que ces titres, ces concentrations d'anticorps obtenues par le vaccin sont plus élevées en moyenne que les anticorps qu'on trouve chez les personnes qui ont en fait eu un Covid modéré ou léger. La situation est un peu différente pour ceux qui ont fait une maladie à Covid grave ou sévère, parce que c'est eux en général qui ont les titres les plus élevés d'anticorps. Et là, on peut tout à fait se permettre d'attendre quelques mois avant de considérer une vaccination. Donc, j'ai parlé maintenant de la quantité des anticorps. Mais si le laboratoire te dit, comme tu as eu le Covid, maintenant, dans mon exemple, que tu as un titre très élevé d'anticorps, tu dis, chouette, hein, je suis quand même bien protégé. Mais c'est que le laboratoire ne va pas te dire c'est quelle est la qualité de ces anticorps. Donc, le laboratoire ne va pas faire un test de neutralisation du virus, parce que c'est ce test-là qui va te dire quel est le degré protecteur des anticorps, combien de ces anticorps sont protecteurs et quelle est leur capacité protectrice. Donc cette information, tu n'as pas. Tu as juste une information sur la quantité. Wanneer een anticorps heeft, en vieren genoeg, en geven Java impfloos candidat krank in Non, disons qu'en fait, c'est ce qui se passe tout le temps. Si nous avons une grippe qui circule et nous n'étions peut-être pas vaccinés, nous avons attrapé la grippe, après le virus, il continue à circuler, nous allons rencontrer des personnes qui vont nous repasser le virus à nouveau. Et donc finalement, c'est un bon exercice pour notre système immunitaire parce qu'avec chaque rencontre avec le virus de la grippe, dans mon exemple, ça va booster, ça va renforcer notre immunité. C'est pareil ici. Okay.
Vorfläch als Lëcht weiter vun de Krankheete, well awer dat pumoul och vun de Leiit opbause gestalten ass Leiit die transplantéiert gesinn, die Autoimmunkrankheeten hunn an Maladie de Crohn, dat wären nach drei konkret Pathologien respektiv Zustand vun Patienten. Wat rätst du do? Oui, je pense que les maladies auto-immunes, nous en avons parlé. On est soit, quand on a une maladie auto-immune, souvent on a un traitement immunosuppresseur, donc c'est une situation que nous avons discutée. Le vaccin risque de marcher moins bien. Pareil pour une maladie de Crohn, si on prend un traitement immunosuppresseur. Maintenant, les transplantés, en général, ont une forte immunosuppression parce que sinon, ils risquent le rejet de l'organe transplanté. Eux, ils ont un fort risque d'infection, ils ont un risque très fort aussi de faire un Covid grave et sévère. On va, je pense, tenter sa chance chez les transplantés. Comme pour les immunodéprimés, on leur donne aussi le vaccin de la grippe, on leur donne le vaccin contre le pneumocoque et je pense qu'on a intérêt à leur donner le vaccin contre le coronavirus tout en sachant que la réponse qui vont monter ne sera peut-être pas optimale. Als eng froh die Gestalt gehen ass an defir mengg Schlummel den Wolle vun der Ustierchung, vun der Kontagioun vun dem COVID-4 an da huet eng Frogestalt, die ich ganz interessant fanden, de se d'OMS gif so net kennt den och de Virus iwwer droen of an en geimpft ass an selber net krit. Ass dat so? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre très facilement. Il s'agit de la question suivante, est-ce que personne vaccinée doit encore porter un masque, respecter la distanciation sociale, etc. Bon, d'après ce que nous savons, évidemment, le vaccin a un effet sur la transmission. Il va réduire le risque de transmission et à terme, quand suffisamment de personnes dans une communauté ont été vaccinées, on pourra estomper, on pourra réduire les mesures de protection, de distanciation et de masques. À terme, grâce à la vaccination. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, peut-être la nouvelle un peu moins bonne, c'est à court terme. Il faut bien comprendre que dans les études, on a trouvé une efficacité de 95%, ce qui veut dire que 5% qui ont reçu le vaccin n'ont pas répondu ou pas suffisamment répondu au vaccin. Maintenant, même les 95%, c'est dans des conditions d'études, n'est-ce pas? Il y a probablement, quand on prend des profils à risque, la personne âgée qui ont plus été immunodéprimée, qui ont plus une maladie cardiovasculaire, à un moment donné, le vaccin, elle arrive à ses limites. Donc, même les 95%, c'est une moyenne. Peut-être chez certains groupes, ce ne sera que 92% ou 90% ou 88%. Donc, si on prend en compte que 5% des gens ne répondent pas et que peut-être il y a ensuite aussi des réponses partielles parmi les 95% de ceux qui répondent, il est prudent de garder à courte échéance toutes les mesures de protection, comme l'hygiène des mains, comme les masques, comme la distanciation sociale, parce qu'on ne sait pas qui fait partie des 5% qui n'ont pas répondu au vaccin et qui fait partie de ceux qui ont bien répondu au vaccin. Donc la prudence, elle reste de mise, tout en sachant que de façon générale, évidemment, la transmission sera diminuée par le vaccin. Also kurzfristig Gestbarrieren, auch wenn ihr geimpft das, soll weiter. Il y a une autre chose qui s'ajoute. Si maintenant on dit, il y a des personnes, il y a un groupe de personnes, ceux qui sont vaccinés ne portent plus de masque et ceux qui ne sont pas vaccinés doivent porter le masque. Après, comment voulez-vous savoir? Celui qui ne porte pas le masque va dire « Ah, je suis vacciné ». Est-ce qu'il a réellement été vacciné? Comment vous allez distinguer les uns des autres? À mon avis, ça devient ingérable en termes de management du risque. Et c'est pour ça que dans un premier temps, il me semble tout à fait prudent, même vacciné, de garder ces précautions. Maintenant, il est clair aussi que si on se rencontre en famille ou dans un cadre familier où on est peut-être un peu plus proche, celui qui est vacciné, il a intérêt à s'entourer d'autres personnes vaccinées parce qu'il est en plus grande sécurité. Par contre, du moment
qu'une personne est dans un groupe où une fraction de ce groupe est vaccinée et une autre fraction n'est pas vaccinée, on a un risque inconnu. Kann das vielleicht ein Keier erklären, für was es wichtig ist, dass die Gestbarrieren, wie sie so schön auf Plötzebäuer schächen, noch soll weiter anwenden, auch wenn ich geimpft ist. Naja, weil nicht jeder von dem geimpft ist, auch wirklich auf den Impfstoff ausspricht. Wir wissen, dass sicher 5% nicht aussprechen. Wir wissen, dass doch bei denen 95% die an Etüden angesprochen, da dabei sind, die aber mehr aussprechen wie andere. Und wenn wir also nicht bei jedem, der geimpft ist, können voraussetzen, dass da eine Vollprotektion, eine Vollantwort auf die Impfung und damit auch eine Reduktion von der Transmission, die wir im Moment noch nicht quantifizieren können, besteht, also es besser, auf Nummer sicher zu gehen und trotzdem immer nach dem Maßgang die Mesuren weiter zu behalten. Außerdem, wenn wir aufhängen, dass die einen die Maske drohen und die anderen die Maske nicht drohen, da kommt eine Situation, wo wir noch gar nicht mehr wissen, wer was möchte und die wir auch gar nicht mehr metrisieren. Das heißt, wenn wir auf Nummer sicher gehen, dann ist es sicherlich am Anfang sinnvoll, für die Mesure beizubehalten, wenn es sich privat trifft, vielleicht Leute die nicht vacciniert sind, die sind natürlich besser dran, wie wenn einer an einer Gruppe ist, wo die einen vacciniert sind und die anderen nicht vacciniert sind. Mir das natürlich die Vaccination, die dafür sorgen, dass die Mesuren an Term verschwinden, dass wir können ein normales Leben führen. Ich wollte für darüber diskutieren, man soll eine Maske tun oder nicht. Aber für das als besser versteht man, dafür optiert keine Maske zu tun, aber dafür eine Distanz von weit über 3 Meter zu nehmen, und wir sind in einem gelüfteten Raum. So viel dazu, wenn das soll zu Kommentaren feiern. Jetzt soll ich noch Tester weitermachen, wenn ich geimpft ist oder nicht. Also rein froh die Gestalt genoss. Welche Tester? Covid-Tester, also nicht PCR-Tester. Also die normalen Tester, Large Scale und so weiter. Sollen die weitermachen oder nicht, wenn ich geimpft ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie sinnvoll ist, dass die Tester am Large-Scale-Testing weiterzumachen. Weil beim Large-Scale-Testing ist natürlich immer ein immensen Aufwand verbunden und es gibt ganz viele Daten generiert. Ich weiß noch nicht, ob du eine klare Rekommendation rauskommst, aber ich gehe echt auf meinem Gefühl so, dass es vielleicht nicht die sind, die prioritär sollen erfasst werden vom Large-Scale-Testing. Weil was ist denn Bitte vom Large-Scale-Testing, den also für frühzeitig Leute zu detektieren, die infiziert sind, und dann die aus dem Verkehr zu ziehen, sozusagen, indem sie sich isolieren, und hier Kontakte auch zu identifizieren. Ich ging aber mengen, dass die nicht geimpft ist, da mehr größeres Risiko hat, wie die geimpft ist. Kann ich sich da vorstellen, doch beispielsweise die Länder, die so für an das Land ran müssen, den einen negativen Covid-Test weisen, dass das dann durchgeht, wenn eine Impfbescheinigung weist. Ja, ich meine, wir haben 2 Sachen. Also legal gesehen ist es ja so, dass kein forciert wird, für sich impfen zu lassen. Auf der anderen Seite ist da von der Gesellschaft so, dass da noch andere Akteure sind, die auch können Decisionen treffen, und zwar immer für die Leute zu schützen. Das heißt, wenn eine Fluggesellschaft verlangt, gerade bei einem Langstreckenflug, dass den mitfliegt, soll geimpft sein, da können wir der Fluggesellschaft das nicht verdenken, weil sie hat natürlich die Responsabilität für alle Passagiere zu schützen. Wenn großen Evenement ist oder wenn ein Land dezidiert, dass es eigentlich nicht für Leute über die Grenze lassen, die nicht vacciniert sind, dann muss man das auch respektieren, weil das immer am Sinn von der Protektion von der Bevölkerung als Ganzes. Il y a toute une série de questions qui nous ont été adressées en relation avec la grossesse, l'allaitement et les enfants. Donc, je commence peut-être à se faire vacciner durant une période de grossesse. Est-ce que c'est indiqué ou non? Oui, donc en fait, la grossesse ne fait pas partie des contre-indications, mais elle ne fait pas non plus partie des indications. Donc en général, pour l'instant, il n'est pas recommandé de se faire vacciner pendant la grossesse. Par contre, les expériences animales dont nous disposons ont montré que quand on vaccine les animaux avant la conception ou pendant la grossesse, il n'y a eu aucun effet sur la grossesse, sur l'accouchement, sur la progéniture. Il n'y a pas de raison particulière de penser que la grossesse constitue un risque,
du fait que le vaccin à ARN messager ne pénètre pas dans le noyau de la cellule et n'est pas intégré dans le génome de la cellule. Je pense qu'à terme, on va, quand on aura un peu plus de données, en fait recommander, beaucoup d'experts pensent qu'à terme, la vaccination pendant la grossesse sera recommandée, mais pour l'instant présent, on est prudent, on ne le recommande pas d'office. Par contre, ce n'est pas non plus une contre-indication. Si une femme a des risques particuliers dans une situation de pandémie particulière, elle peut discuter avec son médecin, avec son gynécologue, peser le pour, peser le contre, et puis les deux peuvent prendre une décision ensemble. Pendant l'allaitement? Oui, pendant l'allaitement, en fait, il n'y a aucune raison de croire que le vaccin cause un problème. Il y a 0,3 millilitres du vaccin Pfizer-BioNTech qui sont injectés dans le muscle. Et penser qu'il y a maintenant cette substance qui va aboutir dans le lait maternel, ça me semble très, très peu réaliste. Donc, on ne le recommande pas, ce n'est pas non plus une contre-indication. À nouveau, c'est sujet à discussion entre le gynécologue et entre la femme qui allaite, mais il n'y a pas de raison de penser que cette petite quantité de vaccin injecté dans le muscle va ensuite se retrouver dans le lait maternel. Est-ce qu'il y a une corrélation entre vaccin et fertilité? Oui, bon, j'avais déjà mentionné les études de reproductivité. À nouveau, nous n'avons aucune raison de penser que le vaccin va avoir une influence sur la fertilité. Froh die oft kann dass die op klein Kanner babyen solle vacciniert gin oder net wie gesagt. Oui, donc par rapport aux enfants, pour le vaccin Pfizer-BioNTech, il a été testé pour des personnes âgées de plus de 16 ans, celui de Moderna pour des personnes plus de 18 ans. Maintenant, il y a des études en cours chez les individus âgés de plus de 12 ans, donc plutôt chez des adolescents. Et quand on a plus d'expérience là-dessus, on va aussi faire des études chez les enfants. Maintenant, pour les enfants en bas âge, voire les nouveau-nés, je pense que du moment, et ceci semble probable, que le vaccin il est recommandé pour la femme enceinte, c'est le nouveau-né qui va en bénéficier. Parce que si la femme qui est enceinte développe des anticorps, par exemple, elle va passer ses anticorps au nouveau-né et donc le nouveau-né sera protégé parce qu'il a reçu ses anticorps maternels. On n'est pas encore avec cette recommandation, mais c'est un scénario qui est tout à fait réaliste à envisager pour l'avenir. Wir kommen zu einer allgemeiner Serie von Frohen eng die Pomoloch gestalten ass déi op Leiit sech vëllen impfen lassen reelle Schwar hunn de Pfizerchecker Moderna den oder den Vaccin biso als Hai an Europa zoglosen Zzwete werd kommen sinn an nach pur an der Mer, so kann du vun auskun an engem half Joer awer vielleicht eng half dose Vaccin do sinn. Kann in der so Checker den do oder mengg der dat gif net so goen? Bon. Est-ce qu'on a le choix du vaccin? Je pense que pour l'instant, c'est simple. Il n'y a qu'un seul vaccin qui est disponible. À terme, il y aura celui de Moderna, peut-être celui de AstraZeneca. Je pense que dans une première phase, il n'est pas assuré qu'on aura trop le choix, parce que je crains que ça va devenir trop compliqué si on doit décider pour chaque personne quel vaccin, à quel moment, à quel endroit. Ce n'est pas à moi de décider, mais c'est plutôt mon impression qu'évidemment, on a droit à l'information, ça c'est évident, mais avoir le choix dans un premier temps va peut-être poser des problèmes logistiques non négligeables. Lützeburg froh kom gëtt extras eng extra Präkaun, die muss treffen ihren Schimpfe geht, muss wieder op firbreden, muss Jön sinn, muss fir run eng Sachen net wie fonctionniert dat. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre quand on va se rendre pour recevoir la vaccination. Évidemment, il faudra porter le masque au visage. Et normalement, avant la prise de rendez-vous, on a déjà rempli un certain
questionnaire avec des questions médicales. Ensuite, il y a un médecin qu'on voit d'abord, qui va aussi poser certaines questions. Donc, quand on souffre d'une affection aiguë, par exemple, avec une fièvre élevée, ce n'est pas le moment de se faire vacciner. Je pense que dans un cas pareil, on va postposer la vaccination. Peu importe la maladie dont on souffre en ce moment, si elle est aiguë, elle va passer et c'est mieux d'attendre qu'elle passe avant qu'on se fasse vacciner. Also wenn du eng dick Grippe huet, soll unbedingt sech C'est pas le moment, non. Dann eng froh och öfters Gestalt, wie lang ass den Vaccin gut gëtt zweimal geimpft, eng Eichtron 21 stech den no am Prinzip eng zweet, wenn muss an die nächste Keer goen. Voilà, donc nous avons maintenant des études qui montrent que pendant 3 mois, en tout cas pour le vaccin de Moderna, les anticorps qui ont été fabriqués suite à la vaccination sont maintenus. Nous savons aussi maintenant par rapport à l'infection au coronavirus que contrairement à ce qu'on entendait il y a quelques mois, où on disait les anticorps s'estompent très vite, l'immunité se perd très vite, que finalement, même au bout de 8 mois, chez des personnes asymptomatiques qui en général ne produisent pas beaucoup d'anticorps et dont les anticorps s'estompent plutôt plus vite que chez une personne qui a été plus gravement malade, il y a 8 mois où on peut retrouver des anticorps et où ils sont relativement stables. Donc ça, c'est une étude récente qui a été faite en Corée du Sud. Donc je pense que les optimistes parmi les experts pensent qu'il y aura probablement une protection entre 1 an, 2 ans, peut-être plus. Par contre, en ce moment, nous n'avons pas les données pour le prouver. D'un autre côté, pourquoi le système immunitaire serait si différent après vaccination en termes de mémoire qu'en cas d'infection par le coronavirus? On n'a pas vraiment raison de le penser. Dat heißt also kann en davon ausgehen, wann en sech impfen lässt, wann en geimpft gëtt, wenigstens Joer lang net mehr braucht, sich impfen zu lassen. Oui, disons que c'est une attente réaliste. Comme j'ai dit, on n'a pas encore les données pour le prouver, mais je pense que c'est assez réaliste de s'attendre à ce que la protection va durer un certain temps, par exemple 1 an, comme tu viens de le citer. Als kein Risiko, dat den Vaccin verdünnt gëtt, wann es net genug do ass, dat net klappt. Also kann en sicher sinn, dat noch dat gespritzt gëtt, wat ihr braucht. En Deutschland sind da die Quote 5 Dose gespritzt, das war also mehr wie das, was Oui, donc il y a eu un cas en Allemagne. En fait, c'est des flacons multidoses qui permettent 5 doses, donc 5 doses vaccinales pour vacciner 5 personnes. Et ils ont été généreux, ils ont tout passé à une seule personne, les 5 doses. Normalement, ça ne doit pas arriver. Normalement, ça n'arrive pas parce que les 5 doses après vont se retrouver dans des petites seringues destinées à injection. Et on n'arrive même pas à mettre tout ça, si c'est correctement dilué, dans une petite seringue. Donc les personnes qui injectent le voient. La personne qui va faire la reconstitution dans les flacons, en général, il y a une personne qui fait la reconstitution, une autre personne qui observe. Il y a des pharmaciens qui sont impliqués dans le processus. Peut-être à terme, on aura des seringues toutes prêtes à usage. Pour l'instant, on n'a pas encore. Ce sera évidemment la situation optimale, mais je pense qu'avoir des craintes à ce sujet n'est pas forcément nécessaire. Den Pfizer-Vaccin, der geht zweimal gespritzt, mengt à long terme, das schon en anderen den zugelos. Also da gibt an Europa nach nicht, wo ihr just eng Injektion kriegt, als dat Zukunft, wo sie hingeht, oder mengt das auch bei denen 2 Runden bleiben, oder ist das sich egal? Oui, disons que dans les études cliniques, on a pris 2 doses. L'espoir au départ pour les vaccins à ARN ainsi que pour les vaccins à vecteurs viraux était qu'une seule dose suffirait. On sait qu'après une seule dose, il y a déjà au bout d'une dizaine de jours une certaine protection partielle qui s'installe. Maintenant, un pays comme la Grande-Bretagne qui a vraiment une crise sanitaire extrême, on peut déjà dire, elle recherche des solutions et ils envisagent de vacciner déjà un maximum de personnes avec une seule dose pour avoir un maximum de personnes avec déjà une immunité partielle.
Mais on n'a pas les études à prouver que c'est la bonne approche. D'un autre côté, quand on prend les schémas vaccinaux pour d'autres vaccins, il n'est pas inhabituel de faire un intervalle qui est plus grand que 3 ou 4 semaines entre la première injection et la deuxième injection. Et puis, les Britanniques disposent aussi de certaines données par rapport au vaccin de AstraZeneca, où au bout de 3 mois, ils ont vacciné et que ça n'a pas vraiment donné la deuxième dose et ça n'a pas changé grand-chose par rapport à l'immunité qui a été établie par la suite. En fait, on parle beaucoup de l'immunité collective. D'après vous, combien de personnes est-ce qu'il faut vacciner pour avoir cette immunité collective dans un pays, dans une société? Oui, on cite toujours le chiffre magique des 70% et je pense que c'est un bon repère. Il est clair que plus on vaccine, plus il y a de personnes vaccinées, mieux pour l'immunité collective. Mais je pense que c'est réaliste de se fixer une cible de 70%, voir si on peut éventuellement encore faire mieux, mais ce n'est pas dans un premier temps qu'il faut être trop ambitieux. Dr. Schockemel, moi, je connais la réponse, mais en fait, vous vous ferez vacciner. En fait, je me suis fait vacciner lundi passé, donc c'était le 28 décembre. Et ma deuxième dose vaccinale, je recevrai donc lundi, le 18 janvier. Ok, donc la réponse était oui, mais c'est fait. Et est-ce que vous recommandez aussi au grand public de se faire vacciner? Je pense que tout l'intérêt est là. Si nous voulons revenir vers une vie plus ou moins normale, à nouveau, la vaccination est la solution. Mais pour être la solution, il est important que le plus grand nombre se fasse vacciner. J'ai encore une dernière question, peut-être concernant la prioritisation, mais en fait, c'est la dernière question qu'on va poser. Peut-être on va reprocéder à ce petit sondage. Maintenant, après presque 1h30 de questions-réponses, comment vous voyez la chose? Est-ce que oui ou non, vous voulez vous faire vacciner? Vous pouvez peut-être répondre maintenant. C'est la régie qui va vous montrer le sondage. Also nur noch ein Jahr dieselbe froh, ja oder nee. La dernière question, en fait, on a prioritisé les gens qui vont se faire vacciner. D'après vous, quel serait le bon ordre de prioritisation? Est-ce que c'est bien comme nous on le fait? On commence à Luxembourg par les gens qui s'occupent de malades ou de personnes vulnérables. Dans d'autres pays, on a commencé par les personnes vulnérables. Parfois, on a des difficultés à voir quel est le bon chemin à suivre. Bon, je pense que c'est dans l'intérêt des personnes vulnérables que le personnel qui passe d'une personne vers une autre personne, d'un patient vers un autre patient, d'une chambre vers une autre chambre et qui ont donc beaucoup de contacts, que ces personnes-là soient vaccinées. Il y a la personne vulnérable qui en profite, c'est évident. Donc, on peut inverser l'ordre, commencer par la personne vulnérable, surtout les résidents des maisons de soins. Je pense que les deux se défendent, mais moi, je n'ai pas de problème avec la démarche qui a été retenue par la Commission éthique nationale. Et je sais aussi déjà qu'une fois que ces deux groupes-là auront été vaccinés, il y aura très probablement les personnes âgées de plus de 65 ans qui seraient next. Ok. Merci beaucoup, Dr. Schockmel. Vous avez, je crois, fait un bon boulot. Vous avez gut geschafft, weil wenn ich als kleine Sondage gucke, waren 62% am Anfang, donc 62% au début du question-réponse qui ont répondu oui, je veux me faire vacciner. Los sind da 76, donc il y a un beau plus. Le non, donc ils étaient à 5, maintenant il y en a 4, donc c'est quand même pas mal. Et les non décidés, il y en avait 33. Maintenant, il y en a 20, donc je crois que déjà ce webinaire était un succès quant au petit sondage. Es ist schon merci am Namen von Dr. Robert Schumann, am Namen von Santé Service, dass dabei wart. Das die erste ist bestimmt nicht die letzte, dass wir das hier machen. Ist noch allgemein schönen Abend, Dr. Schockmel. Vielmals merci, bleibt gesund, los ihr Schimpfen.